rejoindre sur i24 News, c'est le morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité. Donc voici tout de suite le programme. L'accord sur le nucléaire iranien qui a été conclu à Lausanne témoigne-t-il d'une nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient entre l'ennemi chiite et ses milices Hezbollah et armée Al-Quds et le tireur de ficelle saoudien et ses créatures djihadistes Al-Qaïda et l'État islamique? L'Amérique aurait-elle choisi? Quelles pourraient en être les conséquences? Tentative de réponse dans un instant. D'abord assiégé par les forces syriennes, le camp de Yarmouk est aujourd'hui presque entièrement contrôlé par les djihadistes de l'État islamique. Alors, véritable stratégie militaire vu la position de ce camp de réfugiés palestiniens à quelques kilomètres de Damas, ou bien opération de communication de Daesh? On fait la lumière sur ce sujet dans le morning. Et puis suite de ce qui devient presque une saga, ce n'était finalement pas en raison d'une déception amoureuse, mais plutôt d'une sombre histoire de dette que le jeune Niv Asaraf a ému Israël la semaine dernière en scénarisant son enlèvement en Cisjordanie. Mathias Inbar fera le point sur cette affaire dans cette édition. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans ce morning ce matin avec moi sur ce plateau. Denis Charbit, bonjour. Politologue, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ali Waqued, spécialiste du monde arabe, bonjour et merci d'être en notre compagnie. Alors hier, vous les avez entendus à tour de rôle, Barack Obama, Benjamin Netanyahou s'exprimer, une sorte de joute médiatique sur CNN, ABC et j'en passe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'en est pris dimanche au très mauvais accord international sur le programme du nucléaire iranien. On fait le point en images, on en parle juste après. Nous honorons nos promesses si l'autre partie honore les siennes. Voilà comment le président iranien Hassan Rouhani a résumé l'accord conclu jeudi avec les grandes puissances à Lausanne. Pas d'euphorie apparente donc, au contraire de la rue iranienne qui s'est empressée de célébrer un accord synonyme de bouffée d'oxygène puisqu'il doit entraîner la levée des sanctions. Mais c'est précisément sur ce point que de premières dissonances apparaissent. Pour la République islamique, toutes les sanctions seront levées dès la mise en application de l'accord. Or, c'est Barack Obama en personne qui l'a certifié. C'est le degré de coopération de l'Iran qui conditionnera un retour à la normale. Autrement dit, la levée des sanctions sera progressive. Et ça n'est pas la seule anomalie constatée de part et d'autre. Sur le document présenté par les Occidentaux, les stocks d'uranium enrichi doivent théoriquement être réduits de 10 000 à 300 kilos sur une période de 15 ans, soit jusqu'en 2030. Mais le régime évoque une période de 10 ans seulement. Quant au stock de plutonium, les Occidentaux assurent qu'il sera transféré dans un pays tiers. Non, répond-on à Téhéran, rien ne se fera en dehors de notre territoire. À cela s'ajoute un certain nombre de questions toujours sans réponse. Quelle sera la liberté d'action des inspecteurs onusiens quand ils demanderont à visiter de manière inopinée des sites nucléaires? À quel type de recherche souhaite se livrer l'Iran dans le site souterrain de Fordo? Enfin, des zones ombres persistent sur la dimension militaire du programme nucléaire de Téhéran. Ces éléments risquent d'être abondamment exploités par Israël dans les prochaines semaines. Ce dimanche, sur la chaîne américaine ABC, Benjamin Netanyahou a de nouveau mis la pression sur les Occidentaux. Je ne cherche pas à torpiller le moindre accord, je cherche à torpiller un mauvais accord. Vous dites que c'est un accord historique, mais il peut s'agir d'un accord historiquement mauvais, car il laisse à l'État le plus terroriste de notre époque une vaste infrastructure nucléaire. Pour autant, le Premier ministre israélien ne brandit pas haut et fort la menace d'une intervention militaire. Je préfère une solution diplomatique. Savez-vous pour quelle raison ? Parce qu'à toute option militaire envisagée, Israël sera le seul pays à en payer un très lourd tribut. C'est pour cela que nous souhaitons une issue diplomatique, mais une bonne issue diplomatique. Pour l'instant, Washington se montre indifférent aux appels de Benjamin Netanyahou. Sa demande de contraindre l'Iran à reconnaître le droit à l'existence d'Israël a été rejetée par la Maison-Blanche. Voilà, et Barack Obama qui a quelque peu réagi hier soir en déclarant que l'accord avec l'Iran ne représentait pas de menace face à la capacité militaire d'Israël. On va en reparler dans quelques instants. Je voudrais, Denis, que vous réagissiez à cette déclaration de Benjamin Netanyahou. C'est peut-être un accord historique et il peut être historiquement mauvais.
Oui, bien sûr, il est évident que nul ne saurait présager de ce que l'avenir nous réserve. D'abord, première chose, on ne sait même pas si l'accord finalement sera signé. Il faut bien rappeler qu'il s'agit d'un accord cadre, qu'il y a déjà, et c'est bien normal, je dirais, dans une situation de cet ordre, des désaccords, des différences, des nuances entre certains détails de part et d'autre. Je dirais que d'une certaine manière, Netanyahou reste dans son rôle. Il n'y a pas de surprise à avoir. Il est évident qu'il sentait bien que cet accord ne serait pas favorable dans la mesure où il ne proclame pas la fin, l'arrêt définitif du programme nucléaire iranien. Mais voilà, la vraie question, c'est est-ce que c'est le chant du cygne, c'est-à-dire c'est les derniers accords au sens musical du terme que fait entendre Netanyahou pour dire voilà, je n'étais pas d'accord, etc. Ou bien est-ce qu'il va rester sur cette dimension-là, sur cette donne-là, sur cette note-là, qui pourrait être une fausse note parce que c'est se priver quand même pendant 4 mois jusqu'au mois de juin de la possibilité de faire savoir à Obama et aux autres négociateurs sur quel point il faut rester ferme. Voilà, je dirais que c'est une question maintenant, je dirais, à partir du moment où l'accord cadre existe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'il a des possibilités d'influencer ce qui va se passer le 14 avril au Congrès? Non, je pense que pour le Congrès, il n'y a pas grand-chose. Ce serait là aussi une surprise historique si le Congrès prenait une décision contraire à l'attitude de l'administration américaine, au souhait de l'administration américaine. Mais je dirais qu'il y a surtout quelques mois, et c'est pas peu, il faut faire là, un catalogue hiérarchique de ce qui pour Israël est prioritaire. Par exemple, prenons le calendrier des sanctions, que ce ne soit pas une suppression de sanctions immédiate, mais quelque chose qui soit étalé dans le temps. Que l'accord porte pas sur 10 ans, mais sur 15 ans. Je veux dire, il ne manque pas de paramètres, même en considérant que c'est un mauvais accord, en admettant que c'est là l'interprétation du Premier ministre, eh bien, ça ne le dispense pas d'essayer de faire avec plutôt que de faire sans. Et là, je dirais que ce qui manque, j'ai presque envie de vous dire, je voyais avec nostalgie cette image qui est vraiment une image d'archive, où on voyait Obama à côté de Netanyahou, c'est pas arrivé depuis longtemps, c'est pas près d'arriver, et là, je dirais que c'est essentiel pour essayer de peser autant que faire se peut sur les termes d'accord. Alors, Obama n'est pas seul. On va écouter justement Obama, on va reparler de ça juste après. Volontiers. Even as we enter into this deal, it's sending a very clear message to the Iranians and to the entire region that if anybody messes with Israel, America will be there. Alors voilà, en français dans le texte, les États-Unis sont derrière Israël. Il a voulu rassurer le président Barack Obama, celui qui s'en prend à Israël, les États-Unis seront derrière, renforcement de l'aide américaine à Israël. Donc Netanyahou, il s'agite un peu pour rien ou il y a quand même de quoi s'inquiéter? Encore une fois, il est normal qu'une fois l'accord cadre publié, déclaré, il reste sur cette position, je dirais, de fermeté. Il ne va pas du jour au lendemain dire formidable, c'est un bon accord, etc. Mais c'est là où, me semble-t-il, il faut passer d'une diplomatie, on va dire, ouverte, presque criarde et gesticulatoire des deux côtés, à une diplomatie secrète. On revient à la table, on s'assoit, on met la pédale douce sur les tensions qui ont été trop exhibées entre les deux pays. C'est ce qui se profile, selon vous, une amélioration, même secrète, même tacite, des relations entre Washington et Jérusalem? Ça ne se profile pas encore parce qu'on en est à l'étape des réactions. L'attitude américaine, elle aussi, elle est dans son rôle. Il s'agit de dire, ne vous en faites pas, c'est pas un accord aux dépens d'Israël, nous serons derrière, etc. Chacun joue encore sa partition, mais c'est encore la partition, j'ai presque envie de dire, d'avant l'accord. On n'a pas encore accordé les violons, pour filer la métaphore, on n'a pas encore accordé les violons dans ce nouveau cas, avec cette nouvelle donne, qui est cet accord-là. Et là, je pense qu'il faut un changement. C'est aussi votre sentiment, après ces 4 ou 5 jours suite à cet accord iranien, finalement, on n'a pas encore digéré, on ne s'est pas encore vraiment réveillé? On ne sait pas encore comment va être l'accord final et la forme de l'accord final et le contenu de l'accord final. On est dans un accord cadre, Nathalie. On pouvait déjà entendre les différences publiques entre Américains et Iraniens. Les Iraniens qui ont donné une analyse presque totalement différente de celle des Américains. Par exemple, à tout ce qui est l'emploi de temps de la levée des sanctions. Et c'est normal que chacune des parties essaye de montrer, de porter à la devance de la scène les points forts de sa
sa point de vue. Et c'est ce que Jawad Zarif a fait, la levée des sanctions qui va être immédiate et simultanée. Alors, ça va être aussi une sorte de stratégie finalement d'ici au 30 juin, de dire aux médias certains de ses desiderata, certaines de ses exigences pour finalement tenter de les faire accepter sur la table des négociations? Oui, c'est là où il faut bien dire que les médias sont manipulés. C'est je dirais un acteur, un figurant dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on va l'exploiter, on va essayer de dire voilà, nous nous sommes engagés, nous l'avions dit le lendemain, chacun avec sa version. Mais là, je dirais que ça fait partie du jeu diplomatique. Mais encore une fois, je me posais la question, est-ce que Netanyahou va miser sur le fait que finalement cet accord-là n'aura pas lieu, il y aura trop de détails, et donc en quel cas il restera sur cette position ferme, y compris verbalement et exposé sur la scène publique, ou bien il va considérer le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'il y aura finalement un accord, et à ce moment-là, il est essentiel de peser sur ce qui est essentiel en disant, écoutez, déjà cet accord ne nous plaît pas, alors, ok, faisons mine, mais ça ne pourra le dire que discrètement, en rétablissant un début de communication directe avec Barack Obama. On a appris que leur échange téléphonique a été plutôt détestable, a été très lourd, mais si effectivement le scénario que privilégie Israël, c'est que cet accord finalement aboutira, à ce moment-là, on ne peut plus se permettre cette attitude de condamnation générale, elle n'aura aucune signification. Il vaut mieux être, je dirais, voilà, il faut feindre d'être, sinon l'organisateur, en tout cas d'être complice, d'être partie prenante de cet accord, plutôt que de rester sur cette position. Parce que, je dirais, et je reviens à votre première question, dire ce sera peut-être un accord historiquement catastrophique, mais ça, c'est les prophètes qui ont le droit de le dire. Mais Netanyahou n'est pas un prophète, il est un leader. Et un leader doit pouvoir, il ne peut pas se contenter de dire dans 10 ans, dans 15 ans, je vous l'avais bien dit en avril 2015. Il faut, autant que faire se peut, peser sur le contenu de l'accord. C'est à lui de décider. Nathalie, on a tendance à négliger un peu et à oublier les nécessités et les besoins internes de chacun de leaders impliqués. Barack Obama, qui a un congrès hostile, donc il doit plutôt jouer une musique qui conviendra aux oreilles des conservateurs et des républicains. Hassan Rouhani et Jawad Zarif ont l'aile très radicale au sein. Ils ont le guide suprême qui n'a pas été complètement favorable à cet accord. Ils ont aussi le garde de la révolution. Et Benjamin Netanyahu qui, de l'autre côté, doit encore continuer cette marche. Chacun a sa cuisine interne, finalement. Alors, justement, je voudrais qu'on parle avec Ramin Parham. Ramin, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Vous êtes écrivain en exil à Paris, écrivain iranien en exil à Paris. Alors, comment vous interprétez justement ce dont Ali vient de parler, ce silence radio finalement du guide suprême Ali Khamenei depuis la signature de ces accords jeudi soir à Lausanne? Oui, bonjour à tous. Alors, Ali Khamenei, à mon avis, dans cette histoire est quelque part à la fois le gagnant et le perdant. C'est désolé d'être paradoxal comme ça. Mais c'est vraiment, nous vivons vraiment le théâtre de l'absurde en ce moment, parce que Ali Khamenei est gagnant, ainsi qu'Hassan Rouhani, parce que ils étaient vraiment dans une situation extrêmement difficile, le régime iranien, et cet accord est une bouée de sauvetage et leur permet de survivre peut-être un peu plus longtemps. Et c'était une bonne chose, c'était un bon accord pour eux, pour leur régime. Donc dans ce sens-là, il est gagnant, mais il est également perdant, le guide suprême iranien, parce que cet accord, s'il s'agit d'un accord, si c'est pas juste un memorandum of understanding, comme ils disent, ou une déclaration commune, cet accord irait à l'encontre de toutes les lignes rouges que lui-même, Khamenei, avait établies. Autrement dit, à l'issue de cet accord, s'il y a accord, si c'est signé au mois de juin, avec les termes qui sont ceux du fact sheet américain,
toutes les lignes rouges établies par Khamenei lui-même seront brisées, seront piétinées, seront négligées, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le prestige du guide suprême qui sera totalement broyé, détruit dans cette affaire, mais il va peut-être garder son régime. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs iraniens pensent à juste titre, qu'il s'agit de la seconde coupe de poison. Et il réfère en disant cela à la coupe de poison de la résolution 598 qui fut avalée jusqu'à la lie par le prédécesseur de Khamenei, qui fut Khomeini, le fondateur, en acceptant en 1988 la fin de la guerre avec l'Irak. Mais alors, Ramin, comment vous expliquez alors cette réaction des Iraniens? On les a vus descendre en masse dans les rues, klaxonner, agiter les drapeaux iraniens. Oui, alors je ne suis pas sûr qu'ils aient été si nombreux que ça. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore vu d'images, de films, de confirmation de Téhéran ou d'ailleurs me disant que c'était vraiment des centaines de milliers de gens ou voire des millions de gens qui sont... Alors c'est un montage on est dans un montage dans les images qu'on a vues courir sur tous les médias? Oui, mais je suis d'accord avec vous pour penser qu'il y a eu quand même un certain nombre de gens qui sont descendus dans la rue. Et moi-même, personnellement, je l'explique en ces termes que les Iraniens vraiment n'en pouvaient plus et n'en peuvent plus. Les Iraniens veulent vraiment une normalisation de la vie en Iran. Ils veulent vraiment une normalisation qui passe par une normalisation des relations avec les États-Unis en premier lieu. J'explique ceci en disant que une partie de cette manifestation de joie était parfaitement organisée. Nous savons que, par exemple, une partie de ceux qui étaient allés à l'aéroport avec des pancartes, avec des posters qui étaient déjà préparés, comparant Javad Zarif à Mossadegh, qui était le premier ministre iranien dans les années 50 au siècle dernier pour l'affaire du pétrole, était organisé par un parti qui est un parti entre triple guillemets qui est la création réformiste du guide suprême. C'est l'entourage du guide qui a créé ce parti, tout le monde le sait. Donc une partie est une mise en scène, et dans ce type de mise en scène, ce régime iranien est vraiment passé maître. Ça fait 36 ans qu'ils font ce genre de mise en scène dans la rue, donc ils savent comment s'y prendre. Une autre partie s'explique par le fait que les Iraniens veulent vraiment une normalisation. Et en fait, une autre partie s'explique par le fait que voulez-vous, mais dans les sociétés fermées comme dans les sociétés ouvertes, vous avez un nombre d'opportunistes et un nombre d'ignorants. C'est malheureux. Voilà, donc les Iraniens qui oscillent un peu, on l'a compris, entre scepticisme et espoir de revenir à une vie normale et sans sanction. Merci beaucoup, Ramin Parham, écrivain iranien. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Israël, Iran, jeu de guerre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir et dans la nuit avec ces déclarations successives de Barack Obama, le président américain, et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, toujours sur cet accord signé à Lausanne jeudi dernier. Regardez. Quel crédit encore accordé à l'Iran ? 4 jours se sont écoulés depuis l'accord cadre signé sur son programme nucléaire, mais les inquiétudes des pays du Golfe comme d'Israël ne s'amenuisent pas. Jérusalem dénonçait dès vendredi un très mauvais accord et le Premier ministre Netanyahou exigeait que la République islamique reconnaisse son droit à l'existence dans tout accord définitif. Je pense que cet accord est un rêve pour l'Iran et un cauchemar pour le monde. Un cauchemar qui n'effacera pas le lien fort unissant les deux pays, les meilleurs alliés du monde pour Benjamin Netanyahou, même si parfois les vues divergent. Nous avons des opinions différentes, des politiques différentes, mais ça n'est pas un problème personnel. Pas d'affaires personnelles donc, entre deux dirigeants tourmentés l'un et l'autre par les velléités nucléaires de la République islamique. Et Barack Obama l'a rappelé à sa façon, tout en assurance. Il affirme que l'Amérique se trouvera aux côtés d'Israël en cas de problème.
Si n'importe qui s'en prend à Israël, l'Amérique sera là. Mais le président américain reste convaincu qu'il n'y a pas de meilleure option que l'accord signé à Lausanne pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Des mots qui ne sont pas pour rassurer l'État hébreu, plusieurs fois pris pour cible par de violentes attaques verbales de dirigeants iraniens, alliés assumés de la Syrie, du Liban et du Hamas, 3 pays ou mouvements terroristes en guerre avec Israël. Voilà donc pour cette joute oratoire via les médias entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises et répété, cet accord, il parle moins de cette, ou plus en tout cas, de cette nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient que du nombre de centrifugeuses à Téhéran, puisqu'on le sait, ces négociations, elles se sont aussi dessinées à Aden, Beyrouth, Bagdad et Damas. Et Damas, justement, on va y venir. On va parler du camp de Yarmouk. Il est aujourd'hui presque entièrement contrôlé par les djihadistes de l'État islamique. Regardez. 2000 personnes ont pu être évacuées du camp de Yarmouk ce week-end. 16 000 autres sont toujours bloquées à l'intérieur de ce camp de réfugiés palestiniens situé aux portes de Damas. L'alliance inhabituelle entre le groupe État islamique et le front Al-Nosra a lancé son offensive mercredi et en quelques jours s'est emparé de 90% du camp. Une conquête rapide facilitée par le chaos syrien. Yarmouk a été le résultat d'un échec politique et ces échecs politiques sont le résultat de la désunion. De la désunion au sein du Conseil de sécurité, de la désunion dans toutes sortes d'endroits. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une action politique unifiée. Yarmouk est un défi pour nous tous et pour le système international en particulier. Il ne doit pas échouer, il ne faut pas laisser tomber les gens de Yarmouk. Depuis Ramallah, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'inquiète pour le sort des réfugiés de Yarmouk. Les membres de l'Organisation de libération de la Palestine sont en train de tenter de résoudre cette tragédie avec le moins de pertes possibles. La situation de ces réfugiés préoccupe également en dehors du Moyen-Orient. Lundi, à Moscou, une rencontre entre le régime de Bachar al-Assad et certains opposants peu représentatifs devrait porter sur la crise humanitaire et les solutions qui peuvent lui être apportées. Alors que ce dimanche, lors de la messe pascale, devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre, le pape a lancé un appel. Il exhorte les responsables à passer à l'action. Il ne faut pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire en Syrie et en Irak, face à ces nombreux réfugiés. Il faut que cesse le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien-aimés. L'État islamique a de nouveau fait diffuser une vidéo de propagande sans qu'il soit possible de la dater. Sur ces images, on voit les djihadistes détruire des monuments historiques de la cité d'Atra, un ancien carrefour caravanier prospère sur les routes de la soie et des épices dans le nord de l'Irak. Si certaines de ces œuvres étaient des répliques, comme le prouvent ces barres de fer à l'intérieur de ces statues, beaucoup d'originaux ont été perdus à jamais. Alors on voyait, Ali, ces images de propagande. Pourquoi est-ce que l'État islamique s'en est prêt à Yarmouk ? Parce que le Yarmouk, c'est peut-être le point le plus stratégique, le plus proche de Damas que les rebelles ont réussi à s'emparer. Et parce que l'État islamique était en un certain recul ces derniers mois grâce aux frappes aériennes de la communauté internationale et l'organisation envoie un message très clair que malgré ces frappes, malgré cette coalition, malgré cet effort international, les combattants de l'État islamique sont encore capables à avancer, à s'emparer de plus en plus de territoires et à gagner. La stratégie, c'est quoi ? C'est de rentrer dans Damas, ou en tout cas d'essayer de rentrer dans Damas, ou c'est plus une volonté de diffusion médiatique, de propagande, comme vous le disiez justement? C'est les deux, Nathalie. Pour le moment, vous savez, toucher à Damas, ça peut changer tout le jeu. Le régime n'aura pas... Et moi, j'ai parlé avec des proches du régime. Le régime n'aura plus de lignes rouges. S'il avait jusqu'à présent, n'aura plus de lignes rouges pour combattre l'État islamique. Mais il y a aussi, on a parlé au sujet de l'Iran, des nécessités internes. Vous savez, il y a au sein d'Al-Qaïda
Al-Qaïda et les organisations affiliées à Al-Qaïda au sein de cette famille de djihadisme salafiste aussi, des jeux de bras entre différents groupes, entre le Front d'Al-Nusra et l'État islamique, entre Joulani du Front d'Al-Nusra et Zawahiri d'Al-Qaïda et Baghdadi de l'État islamique. Donc je ne vois pas pour le moment l'État islamique essayer d'élargir leur opération pour toucher à Damas, mais c'est sans doute une étape très importante dans la guerre en Syrie, et c'est un message très clair qu'on voit à l'État islamique et à la communauté internationale et au régime de Damas et à ses rivaux au sein du mouvement djihadiste, mais aussi au sein des recrutés qui regardent dans le monde entier, notamment à l'Occident, que l'État islamique n'est pas battu. Vous n'avez pas tardé encore le train pour essayer de joindre le djihad. De rejoindre les camps. Alors ce chiffon rouge, Denis Charbit, qui est agité, comment il est perçu par Jérusalem? Parce que finalement l'État islamique à l'entrée de Damas, comment Benyamin Netanyahou perçoit cette nouvelle incursion? On n'a pas de réaction, et je crois que ce silence en dit long, c'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà depuis quelques mois, de manière assez discrète, mais néanmoins qui a été entendue par les différents diplomates en poste ici ou au-delà, on ne considère pas en Israël que le vrai danger au Moyen-Orient, c'est l'État islamique. On considère que c'est l'Iran. Et donc, d'une certaine manière, des événements comme cela ajoutent à la confusion. Et ça, c'est pour le gouvernement. C'est encore plus vrai pour les Israéliens qui n'y comprennent absolument rien. C'est-à-dire que pour eux, et notamment alors pour ces fameux jeunes de France ou de Belgique ou d'Europe qui vont, ils y vont pour le Daesh, mais ils y vont également pour la cause palestinienne. Tout ça, c'est la même chose. Et on se rend compte que pas du tout. Alors, c'est d'autant plus lié, ou en tout cas il y a une implication de tous ces éléments quand on entend le Hamas qui s'émeut de ces crimes à Yarmouk. Comment on doit le lire? C'est cynique? Comment on doit lire ces déclarations? Je dirais que il y a certainement une dose de cynisme là-dedans, mais je pense qu'il y a véritablement une confusion. Vous savez, on a souvent dit, et depuis longtemps, que la cause palestinienne a toujours été instrumentalisée par les fameux frères arabes, et on en a une illustration de plus. Car là, aujourd'hui, on parle du Daesh, mais il faut savoir que c'est pas la première fois que Yarmouk, que le camp de Yarmouk est dans les actualités. On l'avait vu il y a quelques mois, lorsque c'était cette fois-ci le régime de Assad qui opprimait les réfugiés. On voit à quel point ils sont exploités par les uns, par les autres. Et je pense que... Alors, oui, ça montre encore une fois cette confusion, puisqu'il faut bien savoir que le Hamas s'est opposé très fermement et très fortement au régime syrien. Ils ont quitté la Syrie alors qu'ils y étaient en poste pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils se retournent contre le Daesh. Je crois que c'est d'abord l'expression d'une solidarité palestinienne. Des Palestiniens sont touchés, il est normal. Et là, je dirais que c'est plus une compétition entre l'autorité palestinienne et le Hamas, lequel des deux va manifester le soutien le plus fidèle. Donc vous voyez, on retombe dans cette fois-ci la politique intérieure palestinienne, mais c'est vrai qu'au-delà de ces querelles intestines, il y a véritablement des réfugiés qui sont l'otage de l'histoire, pas depuis un an ou 5 ans, mais depuis des années. Merci Denis, merci Ali. On reparlera de tous ces sujets au cours de la semaine. Dans quelques instants, on parle du Kenya avec Rudy Saada. Sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Denis Charbit, vous êtes resté en notre compagnie, vous êtes politologue. Merci d'être avec nous. Rudy Saada, merci de nous avoir rejoints. Alors on va parler du Kenya avec vous et de ces médias qui ont été accusés de ne pas l'avoir traité, de ne pas avoir traité suffisamment cette affaire. Alors l'affaire, je vous la rappelle, le Kenya qui a été meurtri dans sa chair avec ses 148 personnes, dont 142 étudiants qui ont été assassinés par un commando djihadiste. Ça s'est passé jeudi à Garissa, dans la province nord-est du pays, et tout a été conçu pour susciter l'effroi, la peine, la colère des étudiants surpris dans leur sommeil, chassés impitoyablement et triés en fonction de leur religion avant d'être abattus pour les chrétiens ou d'être épargnés pour les musulmans, ou en tout cas ceux qui étaient capables de réciter certaines sourates du Coran. Regardez. Abdirahim Abdullahi, jeune Kényan d'ethnie somalie, diplômé de droit à Nairobi, décrit par un proche comme un futur brillant juriste.
C'est l'un des 4 membres du commando ayant attaqué jeudi l'université de Garissa au Kenya. Comme les autres assaillants, il a été abattu pendant l'assaut des forces de sécurité. Son corps a été identifié ce dimanche par les autorités. Il est originaire de Mandera, situé dans l'extrême nord du Kenya, proche de la frontière avec la Somalie. Abdirahim Abdullahi avait disparu depuis 2013. Son père, un responsable local d'une circonscription de Mandera, avait signalé cette disparition aux autorités, ajoutant qu'il soupçonnait son fils de s'être rendu en Somalie. Ce sont des criminels qui doivent être appréhendés et poursuivis en tant que criminels diaboliques qui commettent des crimes atroces. Ce qu'ils ont fait à notre futur à Garissa jeudi ne sera jamais excusable. Ces enfants étaient notre futur, donc une partie de notre futur a été détruite. Ce dimanche de Pâques est aussi le premier jour d'un deuil national qui durera jusqu'à mardi soir. Depuis le Vatican, le pape François a appelé les fidèles du monde entier à prier pour les victimes de l'université de Garissa. Dans la cathédrale de Nairobi, cernée de policiers, les hommages se succèdent. Sa sainteté condamne cet acte de brutalité insensé et prie pour que ses auteurs ne frappent plus. Il appelle toutes les autorités à redoubler d'efforts et à travailler avec tous les hommes et les femmes du Kenya pour mettre fin à ces violences. Dans un communiqué, un dirigeant du Conseil suprême des musulmans du Kenya a présenté ses condoléances aux familles des victimes, majoritairement chrétiennes. Il a également fait savoir que son organisation collectait des fonds pour les funérailles des victimes ainsi que pour les soins des dizaines de blessés. 148 personnes, dont 142 étudiants, ont été tuées. Dans le stade de Nyayo à Nairobi, reconverti en zone d'accueil pour les proches des victimes, certaines familles attendent toujours de savoir si leur enfant est en vie. Voilà pour ces images particulièrement difficiles. Alors, Rudy, on l'a dit, des critiques qui viennent d'Internet et qui accusent finalement les médias de ce traitement trop partiel de cette catastrophe à Garissa. Oui, seulement 1 minute 50 secondes, eh bien c'est le temps qui aura été consacré à l'horrible tuerie d'étudiants chrétiens dans le JT le plus regardé d'Europe, celui de TF1 vendredi soir dernier. Et avant d'arriver au sujet, on aura parlé des boîtes noires du vol de la Germanwings ou de l'affaire Big Malion et de bien d'autres sujets. 8 au total. 1 minute 50 secondes, c'est en effet très peu. Et 2 mois après les attentats de Charlie Hebdo, la différence de traitement entre les deux événements fait grincer les dents des internautes. On trouve énormément de critiques sur Internet et le parallèle avec Charlie Hebdo est dans toutes les têtes. Par exemple, on va voir celle de Karima Charny, qui est animatrice de télévision. Elle tweet ceci: 147 morts au Kenya, pas un mot sur les chaînes info, pas de marge de prévu. Où est Charlie? Certains vont plus loin et voient dans ce 2 poids 2 mesures l'expression tout simplement d'un racisme latent des médias occidentaux. En clair, un massacre entre Africains n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, Denis Charbit, ce qui se passe au Kenya? C'est la dure loi de la communication. C'est vrai que les médias sont faits par des Occidentaux pour des Occidentaux. On a le sentiment de déjà vu. Aujourd'hui, c'est au Kenya. Hier, c'était au Nigeria. Ça aura lieu ailleurs. Ça semble lointain. Ça semble lointain. Et c'est vrai que... Mais... Oui, il y a ici, on pointe ici certainement une défaillance de la sensibilité humaine. Non pas que l'on approuve, non pas que l'on est moins, je dirais, choqué ou scandalisé, mais c'est vrai que l'attention est moins portée. Maintenant, je vais poser une question un peu provocatrice, mais imaginez un 2e, un 3e, un 4e Charlie, vous pensez que l'attention sera identique à celle qui a lieu en France? Voilà, il y a donc effectivement aussi quelque chose qui est de l'ordre de la routine, de l'usure, mais c'est terrible parce que ça nous interroge sur nos capacités, je dirais, de sensibilité, de morale. Et je ne m'exclus pas, pour le coup. Je ne dis pas que je regarde, non, au contraire, etc. Oui, nous faisons partie de... c'est important de le dire, comme vous le dites, Madame Rudy, c'est-à-dire de nous interroger sur nos propres limites en dépit de la sensibilité spontanée. Quand j'ai entendu les premières nouvelles, et là, par exemple, en Israël, ça s'est apparu au moment de l'accord nucléaire iranien, et c'est vrai qu'une nouvelle en chasse l'autre, etc. C'est assez terrible. C'est assez impitoyable et il faudrait effectivement un sursaut, un ressaisissement, car il y a quelque chose de très dangereux. Ressaisissement médiatique, mais sursaut aussi de la classe politique, puisqu'elle a été aussi lourdement critiquée. Oui, parce que dans le monde de la diplomatie, c'est en effet un événement qui a été considéré et traité comme un événement grave, mais pas forcément d'une importance primordiale, comme l'a été les attentats de Charlie Hebdo, comme l'ont été ces attentats. Par exemple, l'Élysée s'est contenté d'un simple communiqué de solidarité avec le
peuple kényan et avec le président kényan. Pour le journaliste Victor Robert, voilà, on va voir son tweet. D'un coup, Garissa et ses 147 étudiants tués est bien loin pour une petite marche de chef d'État. Pour Maxime Rusnevski, l'indignation de certains grands responsables politiques s'arrête à la frontière subsaharienne. Dramatique, dit-il. Alors il faut en effet signaler que, et certains blogueurs l'ont fait, que le Kenya paye depuis 1 an et demi un prix très lourd face à cette barbarie fondamentaliste des Shebab. Dans cette période, le pays a connu 130 attaques terroristes qui ont fait plus de 350 morts, 67 morts dans le centre commercial c'était aussi au Kenya, Westgate, Nairobi, en 2013, des tueries dans les villages de la côte, il y avait eu plus de 100 morts en juin-juillet 2014 et 28 enseignants dans un bus en novembre dernier, et à chaque fois ce silence de la communauté internationale, un silence assourdissant. Alors silence de la communauté internationale de Charbit, pas silence en tout cas de Benjamin Netanyahou, il a présenté ses condoléances à Uhuru Kenyatta. Il y a une relation affective, diplomatique, sécuritaire particulière entre Israël et l'Afrique. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'au-delà des liens traditionnels qu'a eu le jeune État d'Israël dans les 10 premières années, les 20 premières années de son existence avec beaucoup de pays d'Afrique, y compris avec le Kenya, je pense que ça s'inscrit aussi dans, je dirais, la tentative répétée de montrer que tout ça, c'est le même combat. On se bat face à un ennemi commun. Voilà, un ennemi commun, et ceci pour effectivement contrer je dirais, une attitude qui consiste à dire attention, le terrorisme palestinien, ce n'est pas la même chose, parce que là, il y a une cause nationale, alors qu'ici, on ne comprend pas qu'est-ce qui motive les Shebab. Enfin, on comprend pas, on le sait que trop bien, mais c'est une cause, bien entendu, que personne n'ose défendre, là où, vis-à-vis de la cause palestinienne, les sensibilités sont bien sûr bien plus partagées. Donc, je pense qu'il y a une récupération diplomatique, mais je ne dirais pas ni exploitation ni manipulation. Chacun joue son rôle ici. Il y a aussi le fait qu'Israël est quand même connu dans le monde, et en Afrique en particulier, pour son savoir-faire en matière de sécurité. Donc c'est aussi une manière de dire, vous savez, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous adresser à nous, et on sait y faire. Pour cette main tendue de Benjamin Netanyahou. Le Kenya a quand même besoin d'aide. C'est ce qui a été souligné sur des blogs africains. Le Kenya a besoin de l'aide de la communauté internationale pour venir à bout de ces Shebab, et n'a pas les moyens logistiques de le faire, et c'est ce qu'ont dit beaucoup de blogs africains, c'est-à-dire que la moindre des choses serait vraiment d'aider de manière logistique, technique, le Kenya. Alors du coup, les internautes aussi, qui ont pris le relais de ce manque médiatique et politique et diplomatique. Oui, on l'a beaucoup vu ce week-end sur Twitter et Facebook. On a vu cette flamme avec le mot Kenya, et parfois le hashtag Black Lives Matter, la vie des Noirs compte aussi, en fait, en partant de l'idée de rendre hommage aux victimes, et rendre aux victimes l'hommage qu'ils méritent. L'activiste kenyane Ori Okolo Mawan a eu l'idée de lancer le hashtag 147 is not just a number, c'est-à-dire 147 n'est pas qu'un chiffre. L'idée, c'est de leur rendre hommage à chacune des victimes, en publiant, en allant chercher des informations, des photos, un petit détail de la vie de ces jeunes, et de les montrer. L'idée, c'est d'humaniser le carnage et de dire aux médias qu'au-delà des chiffres annoncés froidement entre deux brèves aux infos, entre un accord nucléaire et une affaire judiciaire, eh bien, il y a des visages, il y a des destins, des vies brisées, et c'est ce que nous montre ce hashtag que vous pouvez retrouver sur Internet, et c'est une manière aussi de leur rendre hommage. Et voilà, derrière chacun une histoire. Merci Rudy d'en avoir parlé ce matin, merci d'avoir été avec nous. Alors Denis, je voudrais vous faire réagir à toute autre chose, cette déclaration de Mahmoud Abbas concernant la reprise des versements d'Israël à l'autorité palestinienne. Écoutez-le, on en parle après. Si Israël est prêt à reculer et à cesser d'enfreindre tous les accords, et je doute qu'il le soit, nous sommes prêts. Mais il est clair qu'il n'est pas prêt. La preuve, il a commencé à nous punir en gelant notre argent. Nous ne prendrons pas l'argent jusqu'à ce qu'il nous soit rendu dans son intégralité. Soit on nous donne toute la somme, soit nous allons au tribunal. Alors soit tout, soit rien. Netanyahou qui réagit en disant c'est un faux problème, on leur a déjà tout rendu. Ceci dit, Abbas qui dit nous on ira devant la CPI. C'est le nouveau dossier, la prochaine menace?
Oui, on est toujours dans la stratégie d'offensive diplomatique. On sait que les pressions ont été exercées sur Israël pour que Israël rembourse donc les taxes qui avaient été perçues par les autorités israéliennes, déduites de dettes que l'autorité palestinienne devait à plusieurs sociétés publiques. Ça a été fait alors. Qu'est-ce qu'il demande, Mahmoud Abbas? Il demande que ce soit à l'autorité palestinienne de régler ses dettes. Ce n'est pas à l'État d'Israël de s'en charger en quelque sorte. On est toujours dans cette phase de petites phrases assassines, de petits coups bas, etc. En même temps, les deux sont dans une position assez tendue. Les déclarations de Netanyahou durant la campagne électorale obligent Netanyahou à mettre un peu d'eau dans son vin. De son côté, Mahmoud Abbas, qui a été très dur au départ, est obligé de dire nous sommes prêts à reconnaître et à discuter avec n'importe quel gouvernement israélien. Le problème, c'est pas Netanyahou. De manière générale, c'est un peu la tonalité de tout le monde. Tout le monde dit ce n'est pas personnel, y compris Obama, y compris Netanyahou, etc. Voilà, on est dans dans une phase de transition, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement en Israël, parce que la stratégie palestinienne n'est pas encore très clarifiée. J'ai envie de dire surtout parce qu'on ne sait pas trop ce que les États-Unis vont faire. Là, ils sont braqués sur l'Iran, c'est bien normal, mais qu'est-ce qu'ils entendent faire du fameux dossier israélo-palestinien? Est-ce que Obama va marquer un peu plus les choses, va finalement revenir à la charge, ou bien on va rester dans ce sorte de ballet diplomatique, dans ces déclarations un peu tonitruantes. De statu quo aussi peut-être, comme l'état dans lequel on est. Exactement, tout à fait. Et donc chacun fait des petits ballons d'essai. C'est vrai que comparé à tout ce qui se passe dans la région, on a envie de dire que c'est de la petite cuisine diplomatique. Ça va pas très très loin, ni d'un côté ni de l'autre. Alors il y a une autre petite cuisine que vous mentionniez il y a quelques instants, c'est ce gouvernement que finalement on est en train de discuter, qu'on est en train de cuisiner dans les coulisses. Il y a eu une petite pause pendant ces fêtes de la Pâque juive. Est-ce que ça va remettre dans l'ordre dans les esprits de chacun? Je pense qu'il y a une transition. Alors le prétexte, effectivement, les congés, mais je dirais que plus profondément, on voit bien que Netanyahou n'est pas très pressé finalement. C'est déjà un casse-tête pour lui avant même que le gouvernement soit formé. On prête, alors on l'a dit ces derniers jours à la suite de l'accord irano-occidental, qu'il est essentiel aujourd'hui pour Israël d'avoir un gouvernement d'union nationale, que justement pour peser sur les termes de l'accord, on ne peut pas avoir Lieberman comme ministre des Affaires étrangères, c'est pas sérieux, sans parler même des affaires. Vous y croyez à ces rumeurs? Vous pensez que Herzog, Livni, avec un gouvernement d'union, ça peut le faire? Je pense que pour le Parti travailliste, c'est toujours une tentation. Il a toujours été la cinquième roue du carrosse. Je pense que pour Herzog, il y a un calcul également politique, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais convaincre les Israéliens qu'il peut être un Premier ministre s'il n'exerçait pas des fonctions importantes. Ministre des Affaires sociales, c'est pas assez pour convaincre, on l'a bien vu lors des dernières élections. Donc cette tentation existe. Et là, je dirais que c'est dans l'opposition. Alors il y a un problème et c'est toujours la tentation. J'ai envie de dire, le bien de l'État exigerait qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. L'avenir de l'opposition, si elle veut devenir un jour au gouvernement, supposerait qu'elle reste dans l'opposition. Et je pense que ce sont des objectifs, je dirais, ce sont deux objectifs tout à fait légitimes. On a le sentiment au sein de l'opposition qu'un gouvernement tel qu'il se profile ne tiendra pas la route, non pas à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. Et c'est vrai que l'actualité récente donne un tout petit peu plus de grain à moudre, si ce n'est qu'actuellement, il y a une sorte d'unanimité au sein des ténors du Parti travailliste pour dire que non, on ne saurait rentrer dans un tel gouvernement. Et voilà, plusieurs chantiers donc à suivre. Merci Denis Cherbit d'être venu, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous Rudy, on vous retrouvera en dernière partie d'émission pour votre revue du web. À suivre un tout nouveau journal. Juste après, on reparlera de cette saga qui a ému tout Israël jeudi dernier. Niv Asaraf, cet Israélien qui a scénarisé son enlèvement en Cisjordanie. À tout de suite. Retour sur
sur le plateau du Morning pour notre deuxième heure d'information. Nous a rejoint Mathias Inbar. Bonjour Mathias. Betsabé Salem, merci d'être avec nous ce matin. Betsabé, on commence avec vous. On va jeter un coup d'œil aux grands titres de la presse et on commence, on en a parlé avec Rudy, on en reparle avec vous, par le Kenya. Oui, on commence avec le Kenya qui pleure ses enfants, écrit Le Monde ce matin, et c'était bien sûr le but de l'assaut. Tout a été conçu pour susciter l'effroi, la peine et la colère des étudiants surpris dans leur sommeil, chassés impitoyablement, triés en fonction de leur religion avant d'être abattus pour les chrétiens, ou épargner les musulmans ou ceux en mesure de réciter une sourate du Coran. Le tout assorti de propos provocateurs dont les assaillants savaient bien qu'ils seraient rapportés par les survivants. Les Chebabs avaient par exemple souhaité aux étudiants de bonnes vacances de Pâques. Et les menaces d'un nouvel attentat obligent. Et bien ce week-end de Pâques, les chrétiens de Garissa l'ont célébré dans la peur. C'est ce qu'écrit RFI. À Garissa, le pasteur Eliud, par exemple, voulait empêcher les membres de sa congrégation de rentrer dans l'église avant l'arrivée de la police, mais celle-ci se fait attendre. Note RFI qui raconte « Il n'a pas d'autre choix que de les laisser rentrer, commencer à célébrer Pâques ». La peur parmi les Italiens aussi sur place, rapporte la Stampa. 5000 Italiens, beaucoup d'entre eux vivent à Malindi, c'est dans le sud du pays, où on a fêté Pâques malgré tout, là aussi, à l'affût tout de même d'une attitude suspecte ou d'un quelconque signe de danger, relève le quotidien italien. La peur et le choc d'autant qu'un des assaillants a été identifié et qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Le Figaro souligne, il s'agit du fils d'un fonctionnaire local du nord-est du pays, dans le comté de Mandera. C'était un brillant étudiant en droit. Il aurait rejoint les Chebabs à l'obtention de son diplôme en 2013. Le choc, c'est ce que décrit aussi le Guardian à Londres, qui note que malgré tout, les Kenyans ont bravé leurs inquiétudes pour fêter Pâques, tandis que le président Kenyatta a tenté de les rassurer. Il a promis une lutte sans merci contre le terrorisme. Est-ce que ça suffira ? Et justement, en tout cas, Uhuru Kenyatta, le président kenyan, qui peut compter sur l'aide de Benjamin Netanyahou, il l'a rappelé, il apportera l'aide au Kenya concernant la lutte contre le terrorisme, après avoir donc présenté ses condoléances donc pour les propos du Premier ministre israélien. Autre sujet, et c'est lié bien évidemment, vous en avez parlé, Loubi et Torbi du pape François. Oui, le pape François, dans son discours, le pape a insisté sur la situation des réfugiés chrétiens en Syrie et en Irak, certes, mais ce que retient la presse, surtout aujourd'hui, c'est son attention au massacre donc de Garissa au Kenya. Le pape François qui a prié pour les jeunes qui ont été tués. Plus que jamais, le pape a dénoncé les persécutions contre les chrétiens, en particulier aussi en Afrique et au Moyen-Orient. C'était la une du Monde ce matin que vous voyez sur votre écran. On revient sur Loubi et Torbi en Italie aussi, bien sûr, où François a prié aussi, nous dit-on, pour que l'accord de Lausanne sur le nucléaire iranien soit respecté, pour que cette signature soit un pas définitif pour un monde plus sûr et fraternel. Alors justement, on va regarder en images le pape qui n'a pas manqué, donc vous l'avez dit, de rappeler le sort critique des chrétiens d'Orient. Joseph Emmanuel. Célébration de la Pâque chrétienne au Kenya dans la douleur. 80% de sa population est chrétienne et le Kenya est meurtri après le massacre de l'université de Garissa commis par les Chebabs, une tuerie qui fit près de 150 morts. Sa sainteté condamne cet acte de brutalité insensé et prie pour que les auteurs ne frappent plus. Il appelle toutes les autorités à redoubler d'efforts et à travailler avec tous les hommes et toutes les femmes du Kenya pour mettre fin à ces violences. À Jérusalem, des pèlerins du monde entier se sont joints aux autres chrétiens vivant en Terre Sainte pour la cérémonie religieuse à l'église du Saint-Sépulcre. Le sanctuaire englobe le lieu de la crucifixion ainsi que la grotte où le corps du Christ fut déposé après sa mort, l'emplacement où la croyance chrétienne voit la résurrection de Jésus. C'est vraiment impressionnant de voir tous ces gens ici pour célébrer le Christ et sa résurrection et prier pour ce qu'il a fait pour nous, pour son sacrifice. À une centaine de kilomètres de Jérusalem, Gaza. Ici aussi, les fidèles ont assisté à la cérémonie du dimanche des Rameaux. Cette église orthodoxe est l'une des deux seules présentes dans les territoires contrôlés par le mouvement islamiste Hamas. Résidente à Gaza, Marguerite Oudé est entrée dans l'église pour prier et faire advenir la paix. Nous espérons tous que cette fête apportera la paix à l'humanité. Nous espérons que les gens vivront en paix, sans terrorisme et sans guerre dans le monde. Mais nombreux sont les pays où les chrétiens sont menacés,
Souvent ils se cachent, ils fuient la plupart du temps, et depuis le Vatican, le pape le rappelle. Que la constance de nos prières mette debout tous les hommes de bonne volonté et que l'on prie pour ceux qui ont perdu la vie. Je pense en particulier aux jeunes tués jeudi à l'université de Garissa au Kenya. Je pense à ceux qui ont été enlevés et à ceux qui ont été contraints d'abandonner leur maison et ceux qu'ils aiment. Contraints de fuir les massacres en Syrie et en Irak, le chaos en Libye ou en Somalie, les affrontements civils en Centrafrique ou les attentats antichrétiens au Pakistan. De nombreux autres endroits du monde sont devenus pour les chrétiens des lieux où il n'est plus possible de vivre. Voilà donc pour ce point et cette Obi et Orbi du pape François. On parle à présent, Betsabé, du crash de la German Wings. On n'a pas fini d'en parler. La sécurité aérienne est pointée du doigt en Allemagne à présent. Regardez, Atlantico, l'Europe avait dénoncé le suivi médical des pilotes en Allemagne. L'année dernière, c'est l'Agence européenne de sécurité aérienne qui avait en effet relevé des cas de non-conformité à la réglementation. Alors il s'agit initialement de révélations du Wall Street Journal, qui ont été reprises par les médias à l'unisson. Alors, Andrea Lubitz est-il passé entre les mailles du filet, demande l'Express. Ce qui est sûr, c'est que il a été victime de forte dépression et il avait des tendances suicidaires, ça on le sait, ça a été démontré. Et a priori, le régulateur allemand en charge de la sécurité aérienne n'avait pas assez de moyens, figurez-vous, en termes de personnel, pour contrôler non seulement les appareils, mais aussi les équipages. Ceci expliquant peut-être cela. Et voilà, on a tout dit, ou en tout cas, pour le moment, on parle à présent, sans connexion aucune, d'Alia. Voilà, sans connexion. Une Alia pas toujours très heureuse. Pourtant, c'était en une du site du Nouvel Obs ce matin. Regardez, alors que cette année, 10 000 Français pourraient s'installer là-bas, écrit l'hebdomadaire, eh bien, on peut lire dans l'article des témoignages de Français juifs partis s'installer, donc venus s'installer en Israël, qui ont fini par revenir, et oui, en cause d'une intégration économique plus difficile qu'ils ne l'avaient espéré. Alors, les écueils, on les connaît, les salaires, les prix de l'immobilier, sans compter la barrière de l'hébreu. Alors combien sont-ils à rentrer ? Eh bien, c'est difficile de savoir selon Nouvel Obs. Près de 5% achètent un billet retour dès la première année selon les statistiques officielles de l'agence juive, et il pourrait y avoir de 15 à 20% de retour à plus long terme. Il y a un effet de communication aussi. La France s'était émue justement par la voix de Manuel Valls à l'époque des attentats de l'hypercacher, où il y avait eu cet appel justement de Benjamin Netanyahou à venir en Israël, venir émigrer en Israël, et lui avait répondu en disant « La France est votre terre, la France est votre pays ». Et j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être un effet de communication de dire ce n'est pas tout rose finalement en Israël, vous pouvez rester aussi ici. Il y a vraisemblablement un appel de communication. Peut-être pas piloté, le fait parce est que c'est pas tout rose forcément. C'est pas tout rose complètement. N'en témoigne pas la mer derrière nous et le beau soleil. Il faut quand même préciser aussi de manière très géopolitique qu'on est ici en Israël, certes une société dite occidentale, mais elle est basée au Moyen-Orient. On reste au Moyen-Orient, faut pas l'oublier. Forcément, il n'y a pas toutes les mêmes cultures, toutes les mêmes barrières de la langue et la manière d'habiter, de cohabiter avec les autres également. C'est ce qu'on essaye de retransmettre au fur et à mesure de nos éditions ici sur i24 News. En tout cas, justement, Mathias, c'est peut-être la transition est difficile. Une transition un peu complexe pour moi. Alors justement, on va pas la faire, mais on va revenir sur cette affaire qui a, je disais, ému plutôt dans cette édition. C'est pas vraiment ému, c'est scandalisé carrément la totalité du pays. Il s'appelle Niva Saraf et il a fomenté, scénarisé un enlèvement en Cisjordanie. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. On a parlé au début d'une déception amoureuse, on parle maintenant d'une affaire de dette. C'est complètement ahurissant, Nathalie, parce que cela a engagé des moyens inconsidérables. Plusieurs millions qui ont été dépensés. Mais plusieurs millions, on parle de à peu près 500 millions de shekels dépensés en moins de 24 heures. Vous imaginez à peu près 100 millions, plus de 100 millions d'euros qui ont été dépensés en moins de 24 heures
Pourquoi ? Parce que les leçons voulaient être respectées de l'enlèvement des 3 adolescents israéliens qui avaient ensuite été... On a fait croire qu'ils s'étaient fait enlever. C'est-à-dire que vous avez tellement le nez dedans que vous avez oublié de préciser quand même que ce jeune homme a Il a fait prétendu, croire dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il s'était fait enlever. Il a manigancé tout ça avec un copain qui disait qu'il avait changé la route. Concrètement, alors on va exactement, vous avez raison Bethsabée de revenir. Il part de Beersheva avec son ami, qui est l'une des plus grandes villes du sud, qui est la capitale du Negev, décide à un moment ou à un autre d'inventer un kidnapping. Et se dit-il, si je me fais kidnapper à Beersheva, ça ne va voir personne. Donc je vais en direction des territoires palestiniens, et Beersheva Hébron, c'est à peu près à 35-40 minutes de route maximum. Donc je vais à Hébron, et comme Hébron c'est exactement la zone où les 3 adolescents ont été kidnappés, les 3 adolescents, et que ça reste encore frais dans l'esprit des Israéliens, en juin dernier, et donc il scénarise son enlèvement. Sauf que se passe-t-il ? Celui qui, alors lui, bien évidemment, se fait tout petit, essaie de se cacher, et son ami dévoile dans un premier temps que sa roue voilée a crevé. Ensuite, il dit qu'il y a des affaires de drogue entre Niv, Asraf, son ami, et le village palestinien. Et force est de constater qu'il avait bien... il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il s'est emmêlé les pinceaux, et en même temps, ils avaient bien préparé leur coup. Parce qu'effectivement, pour les services de sécurité et pour nous, les journalistes qui avons l'habitude d'aller dans cette région, ce village de Batayoun est un village effectivement réputé pour être un lieu de passage pour du hashish et pour de l'héroïne. Donc ils avaient bien préparé, sauf que plusieurs versions sont contradictoires, et très vite, les services de sécurité comprennent qu'il y a un problème. Premier rebondissement, alors il est trouvé dans la nuit, tout le monde dit qu'il s'agit d'une relation amoureuse défectueuse. Pourquoi ? Parce qu'il se serait fait, pardonnez-moi la trivialité du mot larguer, après un an et demi de relation avec sa copine, et Niv voudrait attirer son attention. Sauf que il s'enfonce au fur et à mesure. Vous me regardez, moi j'ai jamais essayé de faire ça. Il s'enfonce dans un... Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'il faut dire pourquoi je parlais des relations, des leçons qui ont été retenues plus exactement, c'est que immédiatement derrière, il y a plusieurs milliers de soldats, il y a plusieurs milliers de policiers, et surtout, il y a des unités spéciales dites des Mista'avim, c'est-à-dire de ces soldats qui vivent même au cœur de la rue palestinienne et qui ont presque dévoilé leur identité à cause de ce faux enlèvement. Et donc, tout ça derrière une relation amoureuse, complètement plus importante que... une implication sécuritaire complètement ahurissante, parce que imaginez-vous demain, et c'est la chèvre, c'est le loup qui crie, le berger plus exactement qui crie au loup, c'est que demain, quand un policier va recevoir une alerte, ça va passer par sa tête, et il va se dire à un moment, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est ces quelques secondes-là qui peuvent être tragiques pour un futur cas éventuellement d'enlèvement. Et là, ce qui est encore plus ahurissant, c'est que ce n'est plus une relation amoureuse. Et alors, s'enfonce-t-il dans de fausses excuses? C'est que là, il dit qu'il est poursuivi par des mafieux, tout simplement. Et c'est encore plus grave, c'est qu'il pointe et qu'il accuse la police israélienne de ne pas avoir écouté ses plaintes, et dit: je me suis plaint plusieurs fois par la voix de son avocat, je me suis plaint auprès de ses appels à l'aide finalement, exact. Et la police israélienne qui l'a poussé à en venir à cet acte désespéré de fomenter et de scénariser. S'enfonce-t-il dans ses excuses? On va le savoir dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Toujours est-il que l'armée a déjà pris une première mesure, c'est que son ami est quand même officier dans l'armée israélienne, et c'est là que c'est ahurissant, parce que il est quand même officier, il a un devoir ne serait-ce que moral, sans parler de envers ses législation. propres camarades. Il a été répudié de l'armée israélienne. Il ne pourra plus travailler dans l'administration, dans tout service qui est en relation avec l'État d'Israël. Donc bref, excuse sur excuse. La seule bonne nouvelle finalement de ce cas, elle est double. Il y a deux bonnes nouvelles. C'est la bonne coopération sécuritaire avec les Palestiniens et les leçons qui ont été retenues. Alors c'est ça, reparlons... Personne n'a été enlevé, accessoirement. Reparlons de cette coopération dont on disait qu'elle n'était plus que lettre morte entre les autorités palestiniennes d'un côté, les autorités israéliennes de l'autre. Là, elle a bien fonctionné en tout cas. Elle a bien fonctionné, et comment elle a fonctionné? Et c'est ça dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ses propres Mista'avim, c'est que eux aussi sont en relation avec les services secrets palestiniens. Et c'est par le biais
de ces unités-là, de soldats qui sont déguisés, qui vivent à l'intérieur des unités de renseignement. Ils sont allés voir immédiatement, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, pour celui qui a suivi ce qu'on appelle vulgairement le live blogging, c'est-à-dire le déroulé des événements, eh bien, immédiatement, peut-être quelques minutes plus après l'information selon laquelle il y aurait un possible enlèvement, immédiatement on entend dire que des responsables palestiniens mettent un doute sur l'état de santé de ce Niv Asseraf, parce que si effectivement des longues minutes sont découlées depuis son enlèvement, il pourrait avoir été tué. Et c'est ça qui prouve, qui montre du doigt qu'il y a une vraie coopération, qu'elle existe, et malgré ce que peut en dire ou peuvent en dire les cadres de l'OLP comme Djibril Rajoub, lui-même d'ailleurs, président de la fédération sportive palestinienne, qui veut absolument que la fédération israélienne de football soit sanctionnée, eh bien, sur le terrain, la coopération existe et fonctionne. Et voilà, ce chiffon rouge agité aura fonctionné en tout cas pour ce cas précis. Merci Mathias, merci à vous Betsabé. On vous retrouve dans quelques instants, juste après un tout nouveau journal. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning Day 24 News pour notre dernière partie de ce matin avec moi, Betsabé Salem et Rudy Saada. Merci de nous avoir rejoints. Rudy, on va commencer avec vous, la revue du web, et on commence avec un selfie historique. Oui, ce n'est pas un selfie comme un autre. Il a été pris le 2 avril dernier, il y a quelques jours, par Pedram Alvandi. C'est un journaliste de Téhéran et c'est un tweetos iranien. Et même si de premier abord il paraît banal, ce selfie est historique. Dites-moi pourquoi. Alors, là, je fais la même tête que Betsabé, je suis assez perplexe quant à ça. Regardez derrière. Barack Obama avec Pedram. Alors voilà, ce qu'on voit derrière Pedram, c'est la retransmission du discours prononcé dans le Rose Garden de la Maison Blanche. C'est un discours dans lequel Barack Obama salue l'accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Pourquoi il est historique? Car c'est la première fois depuis 1979 et la chute du Shah et donc la rupture des relations américano-iraniennes que le discours d'un président américain a été diffusé sur la télévision d'État iranienne. Petit paradoxe. Oui, on n'était pas réveillés ce matin, pas suffisamment. Et oui, c'était ça. Petit paradoxe quand même, ce selfie, Twitter est toujours interdit en Iran. Alors voilà pour le petit point. Alors on va évoquer à présent cette polémique, une polémique qui ne cesse d'enfler en France à propos justement de cette affiche d'un concert des prêtres en faveur des chrétiens d'Orient refusé par la RATP. Oui, alors l'origine de cette polémique date déjà d'il y a plus d'une semaine. Au nom de la laïcité, la RATP avait exigé le retrait de la mention au profit des chrétiens d'Orient sur l'affiche. Les affiches que vous voyez, affiche du concert du groupe Les Prêtres, concert à l'Olympia, donc au profit des chrétiens d'Orient. Et la polémique a très vite pris sur Internet avec des réactions des internautes pour qui il n'est pas la question de prosélytisme religieux, mais bien de solidarité avec un peuple que l'on massacre. D'autant plus que dans le communiqué que l'on va voir, la RATP et la régie Métrobus se justifient et ne parlent pas de concept de laïcité, mais de neutralité en cas de conflit armé, ce qui a fait beaucoup réagir dans le monde des chrétiens et bien au-delà dans le monde des chrétiens. Alors on va écouter la réaction de Monseigneur Di Falco, c'est l'évêque de Gap qui a créé le trio musical, et dans son billet hebdomadaire diffusé chaque dimanche sur le site du Point, il s'exprime et il va réagir à cette justement question de neutralité en cas de conflit. On l'écoute. D'une part, il n'y a pas de conflit. Les chrétiens d'Orient ne sont pas en conflit avec le Daesh, ils en sont les victimes. Et d'autre part, y a-t-il vraiment une obligation de neutralité à avoir quand on assiste à un génocide ? Y avait-il une obligation de neutralité quand les Juifs se faisaient massacrer, exterminer, gazer et brûler par les nazis ? C'est une grande question que cette question de neutralité, et c'est une affaire qui a créé le débat, bien évidemment, dans le monde politique aussi en France. Oui, et d'autant plus que samedi, la RATP a voulu un petit peu calmer les choses et annoncer dans un communiqué la tenue d'une nouvelle campagne d'affichage. Alors il propose, au lieu de rétropédaler clairement, eh bien non, il propose que la mention chrétien d'Orient soit remplacée par la mention au profit de l'œuvre, de l'association L'œuvre d'Orient. Donc enlever encore le mot. Il suffit d'enlever chrétien. Voilà, il suffisait, voilà, si vous voulez enlever chrétien, sans attendre le résultat
résultat donc du référé en justice qui devait justement trancher cette question. Alors un embourbement qui a fait réagir donc dans le monde politique, vous l'avez dit, Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit voilà dans ce tweet: se tromper est excusable et s'obstiner est condamnable. Valérie Pécresse, elle, UMP toujours, en appelle à Ségolène Royal, un ministre qui est en charge du dossier, pour intervenir et faire annuler cette décision absurde. Réaction également à gauche avec Manuel Valls qui dit sur Twitter, alors il ne s'adresse pas directement à la RATP, mais on a bien compris quand on voit ce tweet qu'il faut montrer son soutien aux chrétiens d'Orient sans aucune hésitation, avec un point d'exclamation. Nicolas Sarkozy en a également fait de même dans son message de Pâques, et puis d'autres comme Christine Boutin évoquent un 2 poids 2 mesures par rapport à d'autres campagnes qui sont apparues sur les murs du métro, notamment celle qui évoque l'islam. Mais la solution vient peut-être tout simplement des internautes eux-mêmes. Eh bien, si la mention chrétien d'Orient n'apparaît pas sur les murs du métro, bien elle apparaîtra sur Twitter. Les internautes ont décidé eux-mêmes de relayer cette affiche pour ce concert. Et voilà, ça vaut mieux, parce qu'une fois de plus, le ridicule ne tue pas. Rudy, on va terminer avec un peu de gastronomie. Oui, si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner chez vous, arrêtez tout de suite, car le compte Instagram dont je vais vous parler à l'instant a pour thème la nourriture, et plus précisément la junk food, la mauvaise nourriture, pour dénoncer ce qu'on appelle la malbouffe, c'est-à-dire les pizzas, le coca, les hamburgers. Le chef Jack LaMerde, c'est plus élégant, pardon. Les falafels et autres. Les falafels aussi, c'est vrai, il faut faire régional. Le chef Jack LaMerde, c'est donc plus élégant avec un accent anglais. Non mais c'est vrai, c'est son nom, mais c'était juste pour pas le dire. Il s'est lancé le défi de remanier les présentations de plats gras et caloriques en mode gastronomique. Alors je vous ai sélectionné un petit entrée-plat dessert qui va vous ouvrir l'appétit pour la journée. On va commencer avec, devinez quoi, un petit poisson. Alors on va jouer un peu, dites-moi ce que c'est ce petit poisson. Des radis. Oui, il y a des radis. Alors c'est vrai qu'il les a un petit peu habillés. Non, c'est un sans poisson. dire de marque, c'est un poisson Findus, quoi. Eh bien non, en fait, il s'agit d'un filet aux fiches. C'est bien ce que je disais, c'est une biscotte. Donc. Alors c'est un filet aux fiches du McDo remanié. Voilà, donc ça c'était l'entrée. On passe au plat de résistance avec ces petites saucisses elles-mêmes frites type fricadelle. C'est très très mignon. Et puis on va terminer en beauté et en calories avec le dessert. Alors sur ce dessert, il y a des barres chocolatées, il y a de la glace, il y a des choux, et il y a aussi des Oreos. Voilà, il y en a des dizaines sur son compte Instagram du fameux Chef LaMerde. Tout est une question de présentation, n'est-ce pas? Absolument. Jack LaMerde, on va retenir son nom. Merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous ce matin. Alors Betsabé nous en parlait il y a quelques instants. On va perdre ces calories de la junk food, vous allez voir tout de suite. Au moment où de plus en plus de juifs de France viennent s'installer en Israël et goûter falafel et autres borekas israéliens, et bien cela occasionne des rencontres inédites, comme celle d'un sculpteur tout juste arrivé de France et qui a décidé d'exposer avec un peintre israélien. Reportage à Yafo, à quelques encablures de nos studios, avec Maël Benoliel. Regardez. L'un est un sculpteur renommé arrivé en Israël il y a moins d'1 an. L'autre est un peintre débutant arrivé en Israël il y a plus de 30 ans. Denis et Prosper sont devenus amis grâce à leur art respectif. De cette amitié récente est née une exposition. C'est une exposition win-win, comme j'aime bien en parler, parce que j'ai toujours voulu aider un Olé Hadash, surtout avec cette période d'antisémitisme, Olé Hadash qui viendrait de France, pour l'aider à s'intégrer en Israël. En plus, c'est un artiste. Et moi, en étant un artiste, nouvel artiste dans le monde de l'art, il m'aide aussi. On traite tous les deux de l'humain. Et c'est en ça que c'est intéressant. Un art conceptuel, il y a un art moderne, un art contemporain. Nous, on s'est attaché à la figure humaine. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pourrais faire autre chose, mais j'ai pas envie. Je pense que lui sait faire plein de choses, mais il n'en a pas envie. Cette exposition, c'est à la Porte Bleue qu'elle prend place, dans le studio de travail de Denis, mais aussi l'endroit où il vit. À Noga, un nouveau quartier d'artistes de Jaffa. Ça fait même pas 1 an que je suis installé ici, on dirait que ça fait 15 ans presque. Entre les sculptures de Denis et les peintures de Prosper, ce sont plus de 50 œuvres qui sont exposées là-bas. Pour le vernissage de cette exposition un peu particulière, les curieux étaient nombreux à avoir fait le déplacement. Parmi les visiteurs, certains voisins, eux-mêmes des artistes.
L'association entre les peintures et les sculptures est propice. On a l'impression de retrouver les mêmes personnages, les mêmes créatures, juives et sionistes. Les sculptures sont vraiment superbes. C'est comme si un seul homme était derrière tout ça. 2 artistes, une seule et même exposition. La porte bleue est ouverte aux connaisseurs et aux moins connaisseurs jusqu'à fin avril. Et voilà, c'est l'événement franco-français, israélien un petit peu à ne pas rater. On passe à vous, Betsabé, vos 5 clics, vos infos décalées. On doit toujours digérer la junk food, le sneaker au concombre de Rudy. Avec les agents du FBI, exactement, et oui, c'était en une du New York Times ce matin, Nathalie. Il semblerait que stress du 11 septembre oblige. Eh bien, les agents fédéraux se soient quelque peu laissés aller. Ils doivent donc se reprendre. Ainsi, un autre stress s'est emparé d'eux, écrit le quotidien américain, celui de leur tour de taille. Et oui, pour la première fois en 16 ans, ils doivent même passer un test depuis la fin de l'année dernière. La justification, l'impact de la prise de poids sur, on s'en doute, l'habilité à courir, à se battre ou encore à tirer. Alors, vous vous demandez tous... Passeriez-vous le test ? Eh bien, sachez que, par exemple, les hommes... exactement ce dont parlait Rudy ce matin. Les hommes âgés de 30 à 39 ans, je pense que vous êtes concernés, Rudy, doivent pouvoir exécuter 24 pompes à la suite. Les doigts dans le nez, finger in the nose. Doivent courir 300 mètres en moins d'1 minute ou encore courir 2,4 km en 12 minutes et 53 secondes. Ça sera la police municipale pour moi. Le FBI, c'est pas possible. Voilà. Alors, pour Rudy, ce sera pas possible, mais en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces agents fédéraux qui ont eu un petit peu de mal ces dernières années. Voilà. En Chine, ils ont d'autres préoccupations. Les taxis, eux, protestent. Et quand ils protestent en Chine, il ne faut pas des choses à moitié. Voilà, ils protestent, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour dire leur mécontentement, samedi à Pékin, une trentaine de chauffeurs de taxi ont tenté un suicide collectif, raconte RFI, originaire de la Mandchourie. Ils étaient venus protester dans la capitale contre l'interdiction d'exercer en indépendant et donc l'obligation de travailler pour une entreprise d'État. De quoi mener une action impressionnante, raconte Delphine Sureau, correspondante à Shanghai. Comment sont-ils pris ? Eh bien, les chauffeurs de taxi se sont regroupés en face d'un centre commercial où tous d'un coup, ils ont bu simultanément des bouteilles de pesticides. Et oui, alors les passants... Je ne sais pas forcément si c'est très à propos en ce moment de parler de suicide collectif comme ça, de cette façon. En tout cas, ils trouvaient que ça valait la peine, en tout cas, de se suicider. Les passants étaient estomaqués. Du coup, qu'ont-ils fait ? Eh bien, ils ont filmé la scène. Et oui. Alors, on précise quand même que la police est intervenue, que les chauffeurs de taxi évanouis sur les pavés ont été hospitalisés et qu'ils sont tous désormais hors de danger. Cela dit, à mon avis, ils vont quand même devoir bosser pour l'État. Voilà, vous nous aviez parlé de digérer la malbouffe. On a du mal là maintenant. Allez, en France, on parle d'une initiative originale. Voilà, mené par 12 cinémas, le client est roi, même au cinéma depuis le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Le groupe C2L, qui possède une 50aine de salles obscures, propose à ses abonnés de rembourser le montant du ticket si le film ne leur plaît pas. Et oui, alors cette info qui va en intéresser plus d'un, sans doute nous est rapportée par le quotidien 20 minutes, qui précise, cela dit, attention, donc 12 cinémas sont concernés, non pas tout le groupe, et une condition est tout de même posée aux spectateurs. Sortez vos montres, eh bien il faut quitter la salle avant 30 minutes. Et attention, dans ces 30 minutes, on compte, et oui, la pub et les bandes annonces, un tunnel qui va de 3 à 15 minutes pendant les vacances scolaires, c'est ce que souligne de son côté le Figaro. Pas, de sortir de la salle en disant non, ça m'a pas plu. Non mais c'est une excellente idée, c'est vrai qu'il y a des films comme ça, ce qu'on appelle des films à carte, vous savez, avec les cartes illimitées, vous y allez parce que vous avez la carte illimitée, vous n'allez pas payer 12 € pour un film, alors que là, ça permet de tester un petit peu le film. Mais du coup, ça sert pas forcément à grand chose. Alors, c'est difficile de savoir si on a le temps vraiment de savoir si on aime le film ou pas, mais ce qui est sûr, c'est un gros coup de pub. Alors, bravo à ces 2 ailes. Et voilà, peut-être que ça donnera des idées à d'autres. Gastronomie, puisque vous vous y collez aussi ce matin. Dans un autre rayon, cela dit, nous, on va parler sushi. Cette fois-ci. Voilà, Slate se sert de l'expérience de l'auteur Tom Downey qui s'est fait littéralement houspiller par un chef dans un sushi bar de Tokyo et qui raconte comment manger ses sushis. Alors, amateurs de poissons crus, prenez note.
Un repas de sushi ne devrait prendre que 10 à 15 minutes seulement. Et oui, parce que chaque seconde qui passe, eh bien, le goût décline. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut manger avec les mains. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. Ceci, c'est le 5e commandement. Ou encore, manger des sushis dans les restaurants au plafond bas, puisque les plafonds hauts ne peuvent contenir des odeurs. Comprenez, il faut que ça sente. Et dernier exemple, manger des sushis à déjeuner. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est plein de riz. Et le riz, ça remplit. Le riz, ça alourdi. Et ben voilà, donc à vos baguettes. C'est 10 non, pas à vos doigts, Rangez à vos vos doigts. baguettes. Rangez les baguettes, il faut plus manger les Et puis il faut boire du saké apparemment pendant voilà, mais bon, je ne conseillerais pas la consommation d'alcool pendant la consommation des sushis, quand bien même le grand chef a dit que c'était mieux de les boire avec de l'alcool. Allez, en guise de digestif, on se rend au Grand Central, hein, c'est à New York. Une histoire de bisous. Voilà, c'est la Stampa et beaucoup de médias qui se sont jetés sur une vidéo de YouTube qui a beaucoup de succès. Que feriez-vous si une inconnue tentait de vous embrasser dans une gare bondée ? Demande la Stampa. Alors le quotidien Italie de répondre probablement la même chose que les passants filmés dans cette vidéo qui se met New York City, qu'on va voir tout de suite. Vous allez voir l'actrice Farrah Brooks et elle tentant de French kisser les passants. Vous allez voir, les réactions sont... Ça finit bien ou pas? Eh bien voilà, on a loupé. Donc peut-être le que si elle avait dernier croisé baiser. Rudy, ça se serait bien fini. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment. Ah bah forcément. Il y a un moment bizarre quand même. Regardez la fin. Ah, ça se finit bien quand même. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Non, je crois qu'il a divorcé. Merci beaucoup, Betsabe. En tout cas, une journée pleine de bisous pour nous et d'infos sur i24 News. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Excellente journée.